Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. On prend quelques minutes pour parler de comportement sécuritaire, mais de l'ADN des comportements sécuritaires, parce que dans le monde de la santé et sécurité, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement? Ben oui, mais gérer des comportements, ça ne s'improvise pas. Et souvent, les gens pensent que les employés vont développer un niveau de vigilance, des attitudes sécuritaires, des comportements sécuritaires un peu comme par magie, en s'observant, etc. Et on va se rendre compte, hein, on se ramène à la base. La santé et sécurité, c'est de la gestion de risques. S'il y a des risques reliés au comportement humain, ça aurait-tu de l'allure de prendre des processus de gestion de ressources humaines pour gérer des êtres humains? Ben oui, c'est sûr que ça aurait du sens. Et je vous partage à mon écran l'ADN des comportements sécuritaires. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est on commence à la base. L'élimination, la réduction à la source. Prenez l'employé le plus sécuritaire du monde, mettez-le dans le noir avec des trous, il va tomber dedans. Prenez l'employé le plus distrait, inexpérimenté, peu importe, mettez-le dans un environnement éclairé, pas de trous, avec des machines protégées, et il n'y arrivera strictement rien. Donc, c'est ce que vous retrouvez à la base, les chaînons extérieurs de l'ellipse d'ADN. Ensuite de ça, bien, quand on ne peut pas éliminer et réduire à la source, il faut définir des rôles et responsabilités dans des programmes. Qu'est-ce qu'on s'attend que les gens exécutent chez nous? Cadenassage, espace clos, travail en hauteur. Si vous n'avez pas défini des rôles et responsabilités, c'est de l'improvisation. Donc, on part de rien. Ces rôles et responsabilités-là, éventuellement, doivent se retrouver dans des descriptions de postes. Pour quelles raisons? Pour qu'on puisse recruter et embaucher des candidats qui sont aptes à jouer ces rôles-là. Et si les candidats ne sont pas aptes, bien, on ne les engage pas. Ou, qu'est-ce qu'on fait? On va modifier le rôle. Donc, il n'y a pas 150 000 options, mais si j'engage quelqu'un que je considère inapte à exécuter les rôles que j'y ai définis, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Donc, une fois que je l'ai recruté, est-ce que c'est parce que la personne a déjà cadenassé dans une autre vie, dans une autre organisation, qui va connaître votre programme de cadenassage? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que ça prend des programmes d'accueil pour former et informer les gens dès qu'ils arrivent chez vous des risques auxquels ils sont exposés ou qu'ils ont à gérer, ainsi que leur rôle, leur responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on les a formés à l'accueil qu'on a la PEV jusqu'à la fin de la carrière des personnes. Personne ne se rappelle qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation il y a 8 ans. Donc, pourquoi qu'on a besoin de plans de formation par poste? Ben, c'est pour rappeler aux gens c'est quoi les rôles et responsabilités qu'on s'attend qu'ils exécutent et enlever la place à l'improvisation de ce côté-là, faire en sorte qu'on donne toute la formation, l'encadrement nécessaire pour une formation pour que les gens aient en tête leur rôle et responsabilités et qu'on les développe. Les périodes de probation et d'évaluation du rendement, ben c'est quand on reçoit un nouvel employé, on lui a défini des rôles, on lui met des objectifs, un suivi rapproché, et on dit est-ce que la personne est capable de jouer le rôle qu'on s'attend ou il est complètement en dehors de nos standards? Et s'il est en dehors des standards, ce qu'on va se rendre compte, c'est que peut-être qu'on est aussi bien de mettre fin à la période de probation avant de dire que cette personne-là, on le rend permanent dans notre organisation. Et l'évaluation de rendement, elle sert à regarder à chaque année, à mettre des objectifs à nos employés, regarder où est-ce qu'on peut les impliquer, s'ils ont besoin de développement, d'accompagnement particulier, les féliciter des bons coups qu'ils ont, etc. Donc, évaluation de rendement. Ensuite de ça, pendant que nos employés sont chez nous, bien, il faut les informer de ce qui se passe, des risques auxquels ils sont exposés, revenir sur les rôles, responsabilités, communiquer avec eux autres, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux autres, les performances de leur département, de l'organisation. Donc, on a l'information et de la communication à gérer. Et quand j'ai pris un employé, je l'ai mis dans le bon environnement, avec les bons équipements, j'ai défini des rôles, je l'ai embauché parce que je pensais qu'il était capable d'y jouer, je l'ai formé, accueilli, évalué, probé, et que je communique avec régulièrement, y a-t-il un moment donné que c'est possible qu'on ait de la discipline à gérer? Ben oui, parce que ce n'est pas une option d'appliquer les règles, et les rôles et responsabilités. Donc, il y a une gradation de sanctions qu'il faut définir, ce qu'on retrouve habituellement dans la plupart des contrats de travail. Donc, une gradation normale de sanctions. Et pas de conséquences égale pas d'imputabilité égale tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, c'est important d'avoir ce volet-là aussi de rigueur et d'imputabilité. Et si j'essaye de garder une culture santé-sécurité positive chez nous, juste en gérant de la discipline, est-ce que ça va marcher? Bien, il y a des chances que non. Donc, c'est important d'avoir du renforcement, de la mobilisation auprès des gens qui participent à votre stratégie, d'impliquer le plus de gens possible dans votre stratégie de gestion de risque. Et là, vous pouvez les impliquer dans les analyses de risque, dans la révision des programmes, dans le mentorat, dans le coaching des nouveaux, dans les audits que vous avez à faire, penser à impliquer le plus de gens va faire en sorte que, un, vous allez diminuer la résistance au changement. Les gens ne seront pas
des extraterrestres dans votre stratégie de gestion de risque. Et après ça, gardez le volet mobilisation, le renforcement pour les garder un ton positif à votre culture santé-sécurité. Bref, c'est ce qu'on retrouve dans ce schéma-là. Vous pouvez retrouver le détail sur la fiche qui est disponible. Vous voulez en savoir plus, vous pouvez pas louer, mais bien lire le code secret de la culture santé-sécurité qui est disponible sur la boutique. Et vous voulez en savoir plus, il y a une formation qui existe qui s'appelle l'impact des processus ressources humaines sur la santé-sécurité, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on vient de discuter sur l'ensemble de ces processus-là de gestion de ressources humaines et comment ils peuvent être d'une grande utilité en santé-sécurité. Donc, cela étant dit, meilleur des succès dans votre gestion des problèmes de comportement en santé-sécurité et n'oubliez pas de garder un ton positif pour votre culture santé-sécurité. Bye bye.